Quand en canicule, il est normal de plonger dans la toxicité des eaux noires du canal de la Chine. Quand l'ordinaire du quotidien rime avec l'épaisseur des gages arrachés par une mère dans l'obscurité d'une shop en fin de vie. Cela parce que le père n'est plus ou n'a plus. Quand à l'école, au resto, sur le trottoir, chez les soutanes, les flics et les bosses, la violence est sourde, aveugle, insidieuse et stigmatisante. Survivre peut être particulier et s'épanouir problématique. Mais André Choquette y est arrivé. En prime, depuis son quartier où le chômage endémique témoignait d'une vieille économie en bout de piste, il a acquis une valeur fondamentale, la solidarité. Puis, ce jour, il a été mis en situation d'injustice dans une multinationale appelée United Aircraft. Armé de cadres anti-ouvriers, de politiciens libéraux, de magistrats complaisants, de flics violents et de scabs, l'entreprise a voulu se débarrasser du syndicat. Naturellement, André Choquette s'en est mêlé. Mais un an plus tard, aucun règlement n'était en vue. Alors, le gamin de Saint-Henri a commis l'irréparable au mépris de son emploi et de sa liberté. Dès lors, tout s'est réglé ou presque. Le boss a reculé, le syndicat a été sauvé et, 2 ans plus tard, Québec promulguait des lois imposant la formule RAND, interdisant les scabs et protégeant le retour au travail des grévistes. Que dire d'autre? Sinon, merci André. André Choquette, bienvenue. Merci. On se connaît depuis une 50aine d'années. Sûrement. Minimum. Mais je sais pas tout de toi. Oh. Je te connais dans une période de syndicalisme intense. Et tu as grandi où, toi? Je viens du quartier Saint-Henri à Montréal. Ouais. C'est un milieu ouvrier. Un endroit où les gens n'étaient pas riches. Même, j'oserais dire que la plupart en achetaient régulièrement. Dans ça, tu trouvais à peu près tout, mais tu avais quand même de l'enseignement qui avait du bon sens. Saint-Henri, l'été, tu vas plonger dans le canal de la Chine, puis c'est la plage, je veux dire, à l'époque. On parle du canal de la Chine. Oui. Assez pollué, merci. J'étais allé voir un travailleur qui m'avait référé quelqu'un qui allait le voir s'il y a aidé. Mais écoute, là, les enfants, ils passaient d'un endroit à l'autre au travers du mur. Hiver comme été, il y avait le trou de communication entre les deux. Entre deux familles. Entre deux familles. Ça donne une idée de... C'est des maisons de carton. C'est la rue Dominion que c'est ça. Toujours m'en souvenir de cet endroit-là. Ça faisait peur rien qu'ouvrir la porte. Là, tu voyais de la misère réelle. Il y en a plein. Il y en a plein, puis il y a aussi le criminel là, qui est là quand même fort. Là, on a des familles célèbres là, dans Saint-Henri là, qui sont là. As-tu été tenté un peu par ces milieux-là? Moi, j'ai été tenté par à peu près tout. Mais t'as pas trop cédé?
C'est certain qu'en demeurant dans le quartier Saint-Henri, tu es susceptible de te lier occasionnellement à des jeunes de mon âge qui ne sont pas organisés correctement dans leur vie. Ce qui s'est passé un peu dans mon cas. Mais fatalement, à un moment donné, tu rencontres une dame, une jeune fille, là, puis là, tu deviens... Ça t'assagit? Oui, c'est exactement le mot que je cherchais, ça s'appelle. C'est parce que, tu sais, à un moment donné, là, tu sais plus quoi faire, là, tu sais, t'es pauvre, tu peux pas bouger, tu peux pas aller jouer au baseball, là, même si on se passait à le gant 2-3 gangs, là, tous les deux, là, puis... Sentais-tu un sentiment de révolte dans ce temps-là? Pas révolte, violence agressive, là, qui taillit parce que taillit, là. Non. Moi, mais un sentiment d'injustice? De regret de ne pas être là, de manquer de quelque chose. Là. Tout s'ensuit, là, que ça se ressemble un peu. Du steak, là, nous autres, on ne mangeait pas ça. Nous autres, on mangeait du steak à feu. Mon père est décédé, j'avais 5 ans, en 1950. Là, fait que j'avais 5 ans. Tu avais 5 ans, oui. Donc, vous avez été pensionnaire dans un orphelinat? Oui. Mais on n'a jamais... Moi, j'ai été traité comme un petit bébé gâté. L'orphelinat catholique, là, vous allez voir où ça se situe. C'est au coin de Côte-Saint-Luc et puis des Caries à Montréal. Là. Vous allez voir, c'était écrit. Ça, c'était les religieuses de quelle commune? Les Sœurs Grises. Sœurs de la Charité, je pense qu'on appelait à ce moment-là. J'ai eu une enfance heureuse. Et les seuls souvenirs d'enfance que j'ai, là, contrairement à mes frères, c'est... J'étais le chouchou un peu des sœurs, dans le sens de dire qu'ils me faisaient faire toutes sortes de petites affaires en public. Là. Ce qui t'a amené là, c'est la perte de mon père. La perte de ton père à 5 ans. À 5 ans, ma mère était prise avec 4 jeunes enfants. Et tu te situais où, toi? Troisième. Donc, tu avais... La petite sœur était la dernière, là. Puis les 2 premiers, c'est des garçons? Des garçons, hein. Mais ils ont tous été au pensionnat ou? Bien, forcément, ma mère, il fallait qu'elle travaille. Il n'y avait pas d'aide sociale à l'époque, là. Tu sais, tu as 4 enfants, il faut que tu trouves un loyer. Tout ce qu'il faut initialement, puis c'est là. Elle travaillait où, ta mère? Elle travaillait à la Chine. À la Chine? Oui, elle travaillait au niveau des bas, là, le bas de nylon, là, avec la ligne en arrière. Une manufacture de bas de nylon? De bas de nylon, oui. OK. Tu as des petits salaires qu'il y avait à l'époque, des petits salaires comme on peut avoir un comparable avec ça ici, là, sur le même salaire, mais de toute façon, l'usine n'existe plus. Puis là, quand tu sors du pensionnat, tu vas où? On est resté chez ma grand-mère. Toujours à Saint-Henri. À Saint-Henri aussi? C'est la rue Notre-Dame, en avant du Green Spot. Là, ma mère, elle s'est remariée. Jusqu'à cette époque-là, on s'en est allé là, vivre un peu avec le beau-père qu'elle s'était remariée. Avec ta mère et ton beau-père. C'est la rue Brewster à Saint-Henri. Ouais. La rue Brewster, c'était l'ancien entrepôt de Dupuis Frères pour les envois là, qu'ils faisaient faire. Mon beau-père était le responsable là, de l'entretien. Après, là, on a fait les études. Là, on était dehors, un peu comme tout le monde. Puis, on s'échappait de temps en temps. Les petits délinquants. C'est plus facile de trouver un délinquant qu'un bon gars, des fois. Mais c'est comme ça que les choses se sont déroulées pour arriver sur le marché du travail et là, de prouver l'intérêt dans le syndicalisme. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui t'a amené dans le syndicalisme? Ce qui est important de comprendre, c'est que tu trouves une job, puis là, s'il y a un syndicat, t'embarques dedans. C'est la job qui compte en premier. En militant avec le syndicat, tu deviens un peu, pas accro, là, mais quand même un peu intéressé au déroulement. Après le secondaire, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans une petite shop qui s'appelait Sterling. Sterling, ça s'appelait des valves pour les affaires d'huile dans l'Ouest. Là, on a formé le syndicat. Ah, Il était déjà là. C'était des machinistes qui étaient là, puis on a milité pour changer le syndicat pour adhérer à la CSN. Ah bon?
On est en 64, 65, là, tu sais, dans ces années-là. Initialement, c'est là le début de mon implication syndicale. Là. Je plonge dans le groupe, ben ouais, oui, voilà. J'ai même été le premier secrétaire. Là, mais tu avais eu une formation comme machiniste ou? Oui, j'avais une deuxième année de formation professionnelle. Cours d'ajustement mécanique. Là. Et c'est ce qui t'amène à United Aircraft. Tu regardes les autres possibilités d'améliorer ton sort. Tu sais. Puis là, c'est un gros changement parce que c'est une usine où il y a plusieurs centaines de travailleurs. C'est ça, mais c'est divisé en 4 plans quand même. C'est là que j'ai commencé, dans les premières années, à m'intéresser plus près. Là. Et on a commencé à préparer la convention collective qui, en 66, n'a pas eu de succès. On est tous un peu désappointés. Et la compagnie a obtenu des injonctions, puis tout ça, puis il y a par passage. Mais les gens n'étaient pas préparés pour cette grève-là. Puis ils ont fait recours à des scabs et toutes sortes de choses. Puis on s'était foiré, on a retourné au travail après quelques semaines. Donc le local était en état de complète démoralisation. Alors j'ai travaillé avec eux, puis on a commencé à construire tranquillement, pas vite. Puis là, on a commencé d'avoir des gens avec des qualités de leadership. Et là, on commence à s'organiser de manière assez solide. Cette compagnie-là, c'est un peu spécial. Là. Elle refusait depuis la syndicalisation de négocier une chose qui était assez répandue partout, qui était la formule RAND. Exactement. Ça n'a aucun impact financier pour l'employeur. Il y avait une fin de non-recevoir avant qu'on le demande, là, tellement que c'était chronique. Et le résultat de ça, c'est que le syndicat est continuellement menacé de disparaître parce que dès que moins de 50% des travailleurs adhèrent, l'accréditation peut sauter. C'est ça. On a constaté dans un premier temps que ce qui était important, c'était l'information. Par l'information, tu rejoins tout le monde. Et tu peux travailler de façon à pouvoir intégrer l'ensemble des travailleurs à leur syndicat, finalement, pour avoir un rapport de force avec l'employeur. Oui, parce que comme il n'y avait pas de sécurité syndicale, pas de formule de RAND, le syndicat est en campagne d'organisation continuelle. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait non seulement recruter le plus de membres possible, il fallait aussi ne pas en perdre. C'est ça, on était sur le bord de la ligne très toujours, souvent. Ouais. Mais par contre, on commençait à avoir des bons résultats de mobilisation. On a commencé par mobiliser sur un élément de base, là. Résister à une implantation que l'employeur voulait nous imposer. En avril 1973, des horaires de travail en dehors là, du cheminement qu'on connaît aujourd'hui, mais que c'était sur une base de 7 heures. Vous pouviez perdre des fins de semaine de congé. Oui. Ça, la compagnie voulait imposer ça sans négociation, là, oui, de façon unilatérale. C'était administratif, là, selon... C'est que ça pouvait bouleverser la vie familiale, puis tout ça. Puis... Pas de préoccupation. Ce qui se fait, d'ailleurs, avec ce qu'on entend aujourd'hui chez les jeunes, la famille, c'est important. Oui, la conciliation travail-famille, là, vous vous en servez, vous autres, comme moyen de mobilisation. Oui, c'est ça. On a commencé par se faire bien identifier par l'ensemble des travailleurs. Un des éléments qu'on a fait dans un premier temps, c'est que les travailleurs, le vendredi qui précédait la réunion, on leur a demandé de sortir leur coffre d'outils. Un moyen de pression, puis moi, je leur ai dit, mais vous le ramènerez lundi. C'est quand même pas gros, puis ça peut avoir... Juste donner un signe à la compagnie que... Il y a quelque chose qui se passe, là, on a besoin de compréhension. Puis là, tu as des centaines de travailleurs qui sortent le vendredi avec leur coffre. Ils faisaient la file dans les allées pour faire initialer le coffre d'outils, parce qu'il y a toutes sortes d'outils. Là, tu ne rentres pas puis tu ne sors pas. C'est ça. Et ça, quand on a eu le résultat, là, ça a donné un niveau de satisfaction important aux travailleurs, puis à l'organisation qu'on était en train de peaufiner. Là. La compagnie a reculé à un moment donné. Oui, oui, bien sûr. Quand? Elle a reculé au mois d'avril. Là, quand on OK, donc pas longtemps après le début. Dans la nuit suivante. OK. Puis on était en train de peaufiner, c'était pour essayer d'avoir une structure pour rejoindre tout le monde dans un délai très court. Fait que là, on a mis sur pied ce qu'on a appelé les contact men. Des agents de liaison. On les a regroupés par secteur d'activité à l'usine, pour chez nous, à l'usine. Ça s'ajoutait aux délégués normaux, là. Oui, parce que le délégué normal, là, lui, finalement, il devait travailler avec les contactmen de leur... Chaque délégué en avait plusieurs sous En avait plusieurs dans leur secteur d'activité. Ils avaient comme tâche, eux autres, de rejoindre à leur tour
un certain nombre de travailleurs. Là. C'est ça. Le premier, il y en avait 5 ou 10, là, je ne me rappelle pas. Puis chacun d'eux aussi en descendant. Là. C'est que là, ça se multipliait. Puis la chaîne de téléphone était partie. Quand on partait, là, ben, le directeur donnait son mot à son helper, là, qu'on disait. Et puis après ça, mais ça déboulait là, sur une forme de pyramide. Là. Ça prenait environ une demi-heure. Cette structure-là a été mise en place avant qu'il y ait un conflit. Là. C'est pas dans les mois qui précèdent. C'était avant et pendant. Ça peut expliquer pas mal l'espèce de cohésion puis de rapport de force. On donnait l'information aux travailleurs qu'ils voulaient avoir. On ne changeait rien. C'était pas trafiqué, puis c'est ça. C'est ça qu'ils nous présentent. Ils veulent pas, on fait quoi? Cette idée-là, c'est venu comment? Qui c'est qui a inventé ça? Ouais. C'est les travailleurs ensemble qui ont implanté ça. Je te fais une petite courte histoire. On voulait rencontrer les travailleurs de manière assez régulière. Et on avait eu la proposition qu'on pouvait utiliser l'aire d'ensoleillement de Michel Chartrand chez eux à Chambly. Mais comment vous étiez arrivé chez Chartrand? Guy Bisaillon, qui était membre du syndicat des enseignants de Champlain, on s'est contacté pour travailler ensemble. Puis il dit je suis capable de vous trouver une salle. Il travaillait avec vous autres un peu, il animait un peu votre groupe. Oui, c'est ça. Il a commencé à travailler avec nous autres. On l'a eu là, tout le long de la grève, là, à faire des gestes d'action importants. Puis Michel, vous avez offert ces lieux-là pour faire une journée de réflexion. Ça a pris forme, là, le réseau des agents de liaison. C'était plus vrai quand on est sorti de là qu'avant. On avait des animateurs qui étaient là. Un CSN avec Chartrand, FTQ avec les TCA. Puis Bisaillon qui était des enseignants. C'est ça. Fait qu'on avait du monde avec nous autres pas mal. C'était de se mettre ensemble et de discuter. Ça s'est fait chez Michel Chartrand. Je trouve ça important de dire Michel Chartrand parce que c'est quand même un personnage hyper connu dans tout le monde syndical. L'intersyndical, c'était bien important là, pendant la grève. Le syndicat appartient au syndicat. Si vous venez les soutenir, vous travaillez avec le syndicat. Vous ne partez pas sur un fly, là, puis on est plus fort, on va aller t'aider. Non. Personne ne doit pénétrer dans notre syndicat, mais on peut participer avec le syndicat. Le monde était là, il était là sur des thèmes importants qu'on disait, bon, ben là, faut qu'on se renseigne, il faut qu'on se réunisse plus souvent, puis on était content de dire à Chartrand, merci de nous avoir prêté ta salle. Cette unité syndicale, au-delà des appartenances, puis des étiquettes, c'était l'esprit du temps aussi. On a vu tellement de secteurs d'activité. On est même venu à Tétouan-Mines, au cégep de Tétouan-Mines. On est allé au Lac-Saint-Jean. Puis on parlait là, de nous autres, de notre avenir. Il y a des profs qui nous ont dit on a besoin de ça pour craquer nos jeunes. Là. Il faut qu'il se passe de quoi. Puis après ça, Saint-Jean-d'Iberville, qui était quand même proche. On avait des travailleurs qui étaient là aussi. Ça a affecté quand même beaucoup plus largement que juste notre grève à nous autres. Oui. Ce que je veux faire ressortir, c'est qu'avant même que le conflit soit en cours puis prenne toute l'ampleur publique qu'il a pris, il y avait déjà cet esprit assez unitaire puis assez spontanément de mobilisation là, intersyndicale. C'était vrai avant qu'on sorte. Ça s'est continué après. Oui, puis ça s'est même renforcé. C'est ça. À un moment donné, suite à une journée de conciliation, moi j'étais au café, puis quand je reviens à ma machine, le contremaître il dit va au personnel, ils veulent te voir. Moi je dis va pas au personnel, là, j'ai pas d'affaire à y aller. Je suis en retard dans ma production, il faut que je reste ici. Comment tu veux t'obstiner, c'est facile, hein? Ils font venir la police de Longueuil pour m'expulser de l'usine. Les policiers, quand ils m'ont vu à la machine, ils ont dit non, on touche pas à ça. Fait que là, ils ont fait venir le directeur d'usine, même scénario. Par la suite, c'est le vice-président de l'usine. Lui-même? Oui, pour me mettre dehors. J'ai dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis là, je regardais, le monde arrête de travailler, là, puis ils m'encerclent, là, tu sais, autour, ils sont peut-être un 500-600, là, dans mon espace que
que j'ai même pas le 10e de tout ça. J'ai dit, OK, on m'a dit de retourner travailler. Ce que je fais, je monte debout sur ma table de travail, puis j'ai dit, écoutez, le vice-président vient de nous dire qu'il va faire des grands efforts aux journées de conciliation qui s'en viennent. Puis là, je dis, vous demanderez de retourner travailler. Là. Fait que là, je descends, il dit, j'ai jamais dit ça. Je dis, moi, je le traduis comme ça, là. Fait que là, c'est là qu'ils m'ont congédié par la suite et que là, finalement, il nous restait très peu de jours avant le congé des fêtes, là. Ça, le congédiement pour le syndicat, c'est un acte d'agression de la compagnie. Là. Oui. Parce que toi, tu as un rôle majeur quand même, parce que c'est toi qui es un peu le coordonnateur de tous ces agents de liaison-là. T'as bien résumé, c'est exactement comme ça que les choses se sont passées, là, tu sais, où on est obligé de croire qu'ils devaient le faire, là. Oui. Et moi, je pense que c'était le premier geste majeur qui a été dû d'être fait. C'était vraiment les contactmen. On a collecté en décembre la cotisation de décembre, là. Ils venaient nous payer en faisant la file dans le slotch, là, l'hiver. Les syndicats allaient vous payer dehors, là, parce que l'employeur ne prélevait pas votre cotisation à la source. de prélever ça. Fait que quand même, c'était intéressant là, de voir le niveau. Là, il y avait quand même une volonté. Là, Puis là, le dimanche, on a commencé nos assemblées. Là, on a eu l'injonction, on a répondu. Mais avant ça, la compagnie déclenche un lockout. Oui, mais ça, je dis... Au moment de ton congédiement, est-ce que c'est longtemps après qu'ils déclenchent le lockout? Ou... La semaine suivante. La semaine suivante. T'sais, ça faisait partie de leur scénario. Il y avait déjà prévu, eux autres, qu'il y avait un coup de force. Là. Puis nous autres aussi. Puis vous autres aussi, vous saviez que vous acheminiez vers ça. Oui. Puis, quand ils sont allés te chercher dans le shop puis ton congédié, ils devaient avoir une raison officielle. Là. C'est parce que j'étais pas à ma machine. Ah, oui, mais ça peut pas être juste parce que tu es allé prendre un café. Là. Ah, ben non, ben il m'avait à l'œil depuis longtemps. Oui, oui. Écoute, là, tu dois comprendre qu'on peut pas tolérer ces choses-là. Ils t'ont-tu dit quelle chose? Ben, c'était le café, là. Le café, là, je trouve ça. C'était la même. Ben non, mais c'est ça, pareil. C'est des affaires incompréhensibles. C'est simple, c'est idiot, mais on peut pas dire autre chose que ça. L'affrontement est très dur parce que chaque jour, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Vous faites vos actions, évidemment, sur la ligne de piquetage, ce qui vous amène des fois à être confronté à la police. Non. Le 1er octobre, il y a eu un événement, une émeute, là, en avant de la United Aircraft, là, sur Marie-Victorin. On vient de recevoir le rapport de Pierre-Anne Dufresne qui dit qu'on était exigeant, l'employeur intransigeant. Alors là, nous autres, on a fait comme réaction d'aller faire une manifestation en avant de l'usine. Il y avait eu même la commission parlementaire avant, puis souvent des interventions auprès de Cournoyer pour que Cournoyer intervienne dans toute l'affaire. Finalement, ils ont nommé un conciliateur spécial ou un médiateur spécial, Dufresne. C'est pas le plus sévère de tout, là. Sur le rapport qu'il nous fait acheminer. Une fois qu'on a présenté ça, tout le monde s'en va devant l'usine. Et là, on commence à faire du brouhaha, des affrontements importants, tu sais, qu'on se tiraille. Puis, il y a de la bataille, il y a des chars virant en envers. Le policier, ben, il arrive plus tard. Il y en a un qui s'en vient avec des chiens. C'était un petit pick-up, là, puis il y avait 2 ou 3 chiens dans ça. Mais ça, on le verse sur le côté, mais il brise sa vitre de côté parce que c'est quand même pas des grosses résistances. Et puis, il y en a un qui l'a sorti, il l'a flatté, un gréviste. Il est allé le donner à quelqu'un en dedans, puis lui, il s'est en allé direct à n'importe de garage de United. Là. D'ailleurs, le combat qu'on a toujours eu avec les chiens, c'est que on se faisait une ligne de largeur de la barrière,
avec les autres. Puis là, on avançait en se collant un contre l'autre, puis en jappant. Les chiens sur notre bord, puis ils rentraient dans l'usine. Banal, mais propre. Puis, ça blesse personne. Mais, Les chiens vous affrontaient pas dans ça. ça a été réutilisé parce qu'à l'époque, il y avait à Sherbrooke le poste de télévision, le CHLT. Oui, qui était en conflit. On avait fait le même truc, là, puis ça avait marché. Fait que c'est ça, c'est je dis guillemets violence habituelle qui s'est déroulée. C'est dur à détailler plus que ça, de mon côté. Mais, notre rêve, là, c'était de retourner travailler. On misait sur un certain niveau d'espoir. C'est pas arrivé. Fait que là, on se dirige à l'usine et on réagit correctement pour nous autres, là. Je pourrais pas dire ben des choses là-dessus, là. Non, mais c'est une violence qui répond à une violence. C'est en plein ça. Ça. C'est en plein ça, puis... Vous n'étiez jamais téléguidé par des agitateurs extérieurs? Non, on n'a pas toléré ça, nous autres. Jamais. On connaissait notre monde, puis à un moment donné, on commence à connaître aussi l'environnement de ce monde-là.